Bonjour les amis, j'espère que vous allez très très bien. Alors moi je vais particulièrement bien puisque j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir vous présenter mon enquête sur celui que j'estime être le plus grand auteur de la langue française, et cela n'engage que moi, Michel de Montaigne et sa flamme jumelle Étienne de la Boétie. Alors je suis Alma et cette enquête est le nouveau volet de l'enquête sur les flammes jumelles universelles, où on essaye d'étudier des exemples de flammes jumelles universelles pour comprendre le parcours. Alors, ici, nous avons Michel de Montaigne et Étienne de la Boétie qui apparaissent comme statues. C'est moi qui ai pris la photo de Montaigne. Vous voyez, il est situé en face de la Sorbonne et il y a son soulier qui est doré. Pourquoi ? Parce que les étudiants posent leurs mains sur ce soulier et donc le bronze est devenu doré. Voilà. Et en réalité, nous ne savons absolument pas à quoi ressemblaient ces deux auteurs. Donc voilà, sculpture ou portrait, de toute façon, on ne sait pas. Alors donc, comme je l'ai dit, cette enquête fait partie de l'enquête sur les flammes jumelles universelles. Et ici, je voudrais savoir comment la dynamique des flammes jumelles universelles s'est développée dans le duo de Montaigne et la Boétie. Quelle est la spécificité de cette dynamique? Et comment le décès de la Boétie a offert ce qui est, selon moi, la plus grande œuvre de la littérature française. Donc dans cette enquête sur les flammes jumelles universelles, j'étudie des cas précis pour mieux comprendre l'essence. Alors, Socrate et Platon disent que lorsqu'on rencontre un exemple, eh bien, on est renvoyé à l'essence. Donc c'est ce que j'essaye de faire. Alors j'étudie selon une double méthode, factuelle et en entretien. Donc j'essaye de voir les faits, leurs propos, et puis on fait un entretien dans la cinquième dimension. Alors tout d'abord, mon témoignage personnel. Vous savez que j'aime beaucoup raconter mes propres expériences. Je suis comme Montaigne, en somme. D'ailleurs, je pense que Montaigne aujourd'hui aurait été youtubeur parce que ce qu'il fait ressemble beaucoup à ce que nous faisons sur YouTube. Je vous en parlerai plus tard. Alors, je suis tout à fait d'accord avec Nietzsche, avec ce que Nietzsche a perçu sur Montaigne, le philosophe allemand. Voici ce qu'il écrit. Qu'un homme tel que Montaigne ait écrit, véritablement, la joie de vivre sur terre s'en trouve augmentée. Je trouve qu'il n'y a rien de plus juste que l'on puisse dire sur Montaigne. Nous avons une idée assez fausse des philosophes, des très grands philosophes, que ce soit les Grecs ou que ce soit quelqu'un comme Montaigne. Montaigne écrit lui-même à son sujet « Pour moi, j'aime la vie ». Donc c'est quelqu'un qui avant tout aimait la vie. Et quand on a fait la canalisation, c'est ce que nous avons pu percevoir, cette immense joie. Alors les essais, qui sont un livre d'exploration de la conscience, communiquent cette joie. Pourquoi ? Eh bien voilà. Quand j'avais 19 ans, j'ai lu 14 heures par jour, parce que Montaigne, on le lit avec un papier et un crayon, c'est très difficile. C'est très difficile parce qu'il y a une grande érudition et beaucoup de références à son temps, que nous n'avons pas. Mais évidemment, les phrases pleines de sagesse transcendent le temps. Donc moi, à 19 ans, j'étais en train d'étudier sa langue, car la langue de Montaigne est une langue difficile et il y a un grand décalage entre la langue de Montaigne et celle de Molière, où le français a été stabilisé par l'Académie française. Et pourtant, il y a très peu d'années d'écart. Il y a une cinquantaine d'années d'écart entre les deux, mais quand on arrive dans la langue de Montaigne, c'est très très différent. Et ce qui s'est produit, c'est une rencontre énergétique. Autrement dit, je ne comprenais peut-être pas toutes les phrases et pas tous les mots. D'ailleurs, les spécialistes de Montaigne ne comprennent pas tout ce qu'il a dit. Mais en tout cas, j'ai compris l'énergie. Et j'ai reçu l'énergie. Et depuis ce temps-là, j'ai toujours dit que Montaigne était le plus grand auteur de la langue française, car je ne vois pas comment on peut dépasser ça.
Évidemment, c'est une phrase péremptoire, puisque je n'ai pas lu tous les auteurs de la langue française, mais comme j'ai ressenti la connexion à la source, en sachant qu'à l'époque je n'étais pas éveillée, je sentais qu'il y avait autre chose que le monde visible, mais je n'étais pas éveillée à 19 ans. Non, il a fallu encore attendre 2-3 ans, dans mon cas. Eh bien, sincèrement, j'ai perçu cette connexion à la source alors que je ne la connaissais même pas. Je ne savais même pas, je n'avais pas les outils pour la verbaliser. Incroyable. C'est quelque chose d'incroyable. À nouveau, j'ai rencontré Montaigne à 23 ans sur la pédagogie, avec une phrase en particulier. L'âme ne branle qu'à crédit. Alors, il fallait que ce soit une phrase qui commence par l'âme, comme quoi vraiment on reste dans nos thématiques. C'est maintenant que je l'ai retrouvé grâce au parcours, car grâce à vous, j'apprends énormément. Vous voyez bien qu'une enquête, c'est une enquête. Donc, ce n'est pas quelque chose que je fais en 5 minutes. J'ai commencé cette enquête il y a 2 semaines. Donc, j'ai retrouvé Montaigne, j'ai lu et je me suis dit, c'est encore plus grand que ce que je pensais. Voilà ce que je me suis dit. Puis, j'ai fait une canalisation et j'ai dit à Montaigne ça, ce que je vous ai raconté, que je ne comprenais pas tous les mots quand je l'ai lu à 19 ans, mais que j'ai eu accès. Et sa première réponse a été « Pourquoi vous sous-estimez-vous » Et ensuite, il m'a dit « Relisez, vous serez surprise. Relire, c'est redécouvrir. » Effectivement, j'ai relu et j'ai été surprise. Ce qui m'avait paru une montagne, c'est un jeu de mots puisque montagne signifie montagne, n'est-ce pas, en ancien français. Ce qui m'avait paru une montagne, oui, évidemment qu'il s'appelle Montaigne, hein. Voilà, c'est son vrai nom. Alors son vrai nom c'est Michel Eyquem. Montaigne c'est le lieu, c'est son titre nobiliaire. Mais il fallait que ce soit Montaigne, voilà. Donc effectivement, en relisant cette énergie, j'ai eu l'impression de être beaucoup plus à l'aise. Comme si les choses s'étaient installées. Voilà. Alors, quel est le plan de cette présentation ? D'abord, je vais présenter des faits de leur vie. Ensuite, je vais rapporter leurs propos mutuels, comment chacun parle de l'autre. Je vais ensuite montrer que l'un n'existe grâce à l'autre et que l'autre est soi-même grâce à l'un. Je vais postuler que les essais sont une œuvre commune. Je vais essayer de le montrer. Ensuite, je vais montrer en quoi les essais sont l'expérience de l'homme universel et en quoi Montaigne y fait l'expérience de la conscience. Et en conclusion, je vais parler des perceptions de l'amitié de Montaigne et la Boétie par d'autres personnes qui ne sont pas flammes jumelles. Et il y aura un petit clin d'œil, une petite addendum à la fin sur les propos de Montaigne. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Alors, des faits de leur vie. Voilà, la Boétie est née en 1530 et décédée en 1563, donc à presque 33 ans. Il était orphelin de père et de mère très tôt et il a été élevé par son oncle. C'était un magistrat connu de Bordeaux, déjà marié lorsque Montaigne l'a rencontré, et il était connu pourquoi ? Pour son esprit. Il présentait des discours. Donc Montaigne a entendu parler et il l'a lu. Il l'a lu parce que son ouvrage qu'il a écrit à 16 ans, d'après Montaigne, c'est ce qu'il dit, c'est ce que Montaigne dit, le discours sur la servitude volontaire, donc ce discours qui a influencé Gandhi en passant par Tolstoï, puisque Tolstoï en parle et Gandhi a lu Tolstoï, donc sur la pratique de la non-violence. Donc c'est un ouvrage très très innovant. Eh bien, il circulait sous le manteau, très très subversif et circulait sous le manteau, donc c'est ainsi que Montaigne l'a connu et l'a lu. Alors, ils se rencontrent en 1557 au cours d'une fête
et leur amitié dure 4-6 ans. Donc Montaigne dit 4, 6. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est 6 à partir du moment où il a rencontré ses textes? Voilà, c'est un peu bizarre de ne pas savoir si c'est 4 ou 6. La Boétie a écrit des sonnets dédiés à Montaigne et une satire latine où il explique leur prompte intelligence, si vous avez regardé ma vidéo précédente sur Montaigne et la Boétie, où j'analyse les propos célèbres de Montaigne. Donc leur prompte intelligence, c'est leur complicité. Hein. C'est ce que signifie le mot intelligence. Quand je vous disais que la langue de Montaigne n'est pas la langue d'aujourd'hui, eh bien vous le voyez. Et puis à ce moment-là, Montaigne, c'est un jeune garçon de 24 ans qui a fait des études poussées pour devenir juge, magistrat. Et il est un peu volage. Alors, le père de Montaigne est très content qu'il rencontre la Boétie. Il se dit, ah voilà, il va cadrer mon fils. Et comme la Boétie est plus âgée et déjà connue, eh bien, il lui sert un peu de père spirituel, enfin de guide spirituel, disons. Sans qu'on puisse le prévoir, en 1963, soudainement en mission, il attrape le choléra. Il appelle Montaigne, qui vient évidemment à son chevet, immédiatement, et il lui rend visite un jour sur deux, parce qu'il pensait que voilà. Mais en réalité, son état s'aggrave, et les 3 derniers jours, ça s'accélère et il meurt du choléra. Alors Montaigne est avec lui, mais pas quand il rend son dernier souffle. La Boétie a pris soin de lui léguer par testament sa bibliothèque. La bibliothèque, c'est quelque chose de très précieux à l'époque. Hein. Ce n'est pas comme maintenant, les livres ne circulent pas. Donc il lui a légué 20 livres, ce qui est assez énorme. Et il demande à Montaigne de lui faire une place. Chose que Montaigne ne comprend pas. Il ne comprend absolument pas parce qu'il est trop déstabilisé. À cette époque-là, Montaigne a 28 ans. Et c'est allé trop vite pour lui, il n'a absolument pas compris. Donc, c'est ce qu'il relate sur la mort d'un ami. Alors, Montaigne, lui, c'est totalement différent par rapport à la Boétie. Il a été élevé par son père, qui est un humaniste, dans une grande douceur. Hein, son père le faisait réveiller en musique. Il ne l'a jamais battu. Il a demandé à ses précepteurs d'user de douceur avec lui, il ne l'a jamais battu, donc ça c'est très 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 novateur. Hein. Par exemple, le roi Henri IV a été très violent avec son fils, par exemple, alors que Henri IV est considéré comme un bon roi, enfin un être d'une grande droiture. Voilà, c'est simplement pour dire que c'était dans l'air du temps. Donc il rencontre la Boétie à 24 ans. Et en 1563, celui-ci décède et il écrit une lettre à son père qui deviendra sur la mort d'un ami 8 ans plus tard. Deuxième gros coup de la fortune, 1568, le décès de son père. Alors, Montaigne disait de son père, « J'avais le meilleur père qui fut donc, le meilleur père qui fut jamais. » Mais lorsque son père décède, Montaigne n'a plus besoin de travailler pour subvenir à ses besoins, donc il rend sa charge et après de magistrat, et après il est élu maire de Bordeaux, donc il le fait, ok, mais en tout cas il n'a plus besoin de travailler. Et en 1570, il publie un volume des textes de la Boétie qu'il a rassemblé à grand-peine parce que les écrits de la Boétie étaient dispersés un peu partout. Évidemment, la Boétie ne s'attendait pas à mourir aussi jeune. En 1573, il débute la rédaction des essais, mais c'est 2 ans plus tard qu'il commence à affirmer son moi d'auteur. La première édition paraît en 1580 et en 1583, on a le 3e livre des essais qui paraît. C'est le livre le plus autobiographique, c'est celui que moi j'ai étudié. Alors vous remarquerez que la Divine Comédie, c'est l'enfer, le purgatoire, le paradis, donc il y a une trinité, et ici c'est pareil, 3 livres. En 1590 débute la première édition posthume avec le concours de la fille spirituelle de Montaigne, une jeune femme de 22 ans, Marie de Gournay, qui adorait Montaigne,
Et la femme de Montaigne demande à cette femme de lettres d'éditer les commentaires sur le manuscrit de Montaigne dans la prochaine édition, c'est-à-dire de faire une mise à jour, ce qu'elle fait. Et comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, c'est à Marie de Gournay que l'on doit la phrase la plus célèbre de Montaigne. Alors, nous allons passer maintenant à leurs propos mutuels. Voici ce que la Boétie dit au sujet de Montaigne. Alors, vous allez remarquer que la Boétie ne parle pas d'amitié mais d'amour. Un amour d'un peu plus d'un an nous unit, sans rien envier pourtant à l'amour le plus fort. Il n'est aucun sage qui, sachant la durée de notre union et nous connaissant tous deux nos goûts, notre caractère, refuse son approbation bienveillante à un si grand amour. Alors, c'est très beau, ça commence par un amour et ça se termine par un amour. En tout cas, l'extrait que j'ai choisi, vous voyez que j'ai coupé, mais c'est un texte comme ça qui est circulaire. Alors, pourquoi il dit « il n'est aucun sage » ? Parce qu'on disait qu'il fallait au moins que l'amitié s'éprouvait dans le temps. Mais lui, il dit « mais nous, ça fait un an qu'on se connaît, mais franchement, c'est un amour comme ceux qu'on a vus légendaires qui sont dans les livres. » Donc là, on voit vraiment la conscience du lien. Et la Boétie a écrit un poème au sujet de Montaigne. Donc il parle de deux arbres qui sont greffés. Alors voici ce qu'il dit, je vais lire la seconde strophe que j'ai recopiée. Bientôt, la même greffe, moins indolente, a fait corps avec d'autres arbres par un pacte secret avec la nature. Et déjà, les bourgeons se gonflent et s'unissent, et tous deux font éclore un rejeton de leurs efforts communs. Un rameau étranger se développe, et la souche se réjouit de prodiguer la sève fraternelle. Elle change de nom et émigre dans une nouvelle famille. Après cet exemple, les âmes ont les mêmes propriétés. Aucune circonstance ne peut dénouer leur union, et aucun art les assembler. À toi, Montaigne, la souveraine nature et la précieuse vigueur séductrice de l'amour m'ont uni. C'est très beau de commencer, que la phrase soit disloquée. À toi, Montaigne. Il aurait pu dire « j'ai été uni » ou « je suis uni ». Non, il commence par « à toi ». C'est très très beau. Donc vous voyez que il parle non pas d'amitié mais d'amour, tout simplement. Voyons maintenant ce que dit Montaigne à propos de la Boétie. J'ai déjà consacré une vidéo au propos de Montaigne, mais pour les personnes qui ne l'ont pas vu, et parce que c'est toujours un plaisir de le revoir. Alors vous voyez ici en marron les ajouts de Marie de Gournay. En l'amitié de quoi je parle, nos âmes se mêlent et se confondent l'une en l'autre. Fusion des âmes. D'un mélange si universel, il y a le mot universel, qu'elles s'effacent et ne retrouvent plus la couture qui les a jointes. Donc fusion. Si on me presse de dire pourquoi je l'aimais, je sens que cela ne se peut exprimer qu'en répondant « parce que c'était lui, parce que c'était moi ». Nous nous cherchions avant que de nous être vus, et par des rapports que nous ayons l'un de l'autre. Avant de se connaître, ils se connaissaient déjà, donc ils se reconnaissent. Nous étions à moitié de tout. Il me semble que je lui dérobe sa part. J'étais déjà si fait et accoutumé à être deuxième partout
qu'il me semble n'être plus qu'à demi. Deux âmes dans un seul corps. Cet autre qui n'est pas autre. Divine liaison. Voilà ce qu'on peut lire au livre 1, chapitre 28 des Essais. Passons maintenant à... Je vais essayer de montrer que l'un existe grâce à l'autre et que l'autre est soi grâce à l'un. Je vais essayer de montrer que les essais sont une œuvre commune. Alors voilà, le livre que j'ai eu du mal à trouver, Sur la mort d'un ami, donc Montaigne. Je ne savais d'ailleurs pas que ce texte existait. C'est quelque chose que j'ai découvert avec l'enquête et j'ai eu du mal à trouver le texte. Mon frère, me refuserez-vous une place ? Voici ce que dit la Boétie à Montaigne avant de mourir et que Montaigne n'a pas compris. N'a vraiment pas compris. Il a mis un certain temps à le comprendre. Alors, évidemment, c'est à son père qu'il écrit une lettre au sujet de la mort de la Boétie. Et cette lettre, il la rend publique 8 ans plus tard. Souvent, on écrivait justement des textes pour rendre hommage à une mort exemplaire. Et ici, on peut penser que c'est un exercice, alors qu'en réalité, c'est une vraie lettre que Montaigne a écrite sur la mort de son ami. Et ce que j'ai trouvé très beau, c'est que Montaigne ne parle que de la Boétie. À aucun moment, il ne dit comment il se sent. Il aurait pu dire « je me suis senti comme si, Non. Ça ne parle que des actions et des propos de la Boétie. Alors voici ce qu'écrit la personne qui a présenté ce texte, donc François Quéré, à la page 23. Son ami s'est entièrement remis à lui. Sa réputation, la place qu'il aurait dû avoir, dépendent désormais de la piété fraternelle. Donc c'est ce que je disais, si Montaigne ne publie pas la Boétie, on ne connaîtrait pas la Boétie. Alors il s'est passé quelque chose de similaire avec deux autres flammes jumelles. Je veux parler de Rimbaud et de Verlaine. Verlaine a tiré sur Rimbaud. Verlaine est allé 2 ans en prison, en sachant que les prisons de l'époque, ce n'est pas les prisons d'aujourd'hui, et que même les prisons d'aujourd'hui, on ne veut pas y passer 2 ans, et surtout pas quand on est artiste. Mais quand il est sorti, il a publié Une saison en enfer et Illumination. C'est quelque chose d'aussi puissant que ce que Maria Callas a fait au moment où Onassis allait mourir. Elle est arrivée à son chevet. Peu importe les humiliations, la manière dont il l'a quittée soudainement, elle l'a pratiquement appris par la presse. Voilà, c'est là qu'on voit l'amour plus puissant que tout. Voilà, donc Montaigne publie la Boétie. Et sur la photo, vous voyez la bibliothèque qui était située dans la tour de son château. Et voici l'inscription qu'il a fait mettre. Michel de Montaigne, privé de l'ami le plus tendre, le plus cher, le plus intime, du compagnon le meilleur, le plus savant, le plus agréable et le plus parfait qu'ait vu notre siècle. Voulant conserver le souvenir du mutuel amour qui les unissait l'un à l'autre, par un témoignage particulier de sa reconnaissance, et ne pouvant le faire d'une manière plus expressive, avouer à cette mémoire tout ce savant appareil d'étude qui fait ce délice. Voilà. Donc avant de se mettre à écrire, il place les livres dans la bibliothèque et il fait graver cette inscription sur les poutres. Je vous ai déjà parlé du chiffre 3 et du chiffre 2, de la symétrie dans le texte de Montaigne, dans la vidéo précédente.
nous le retrouvons ici. Privé de l'ami tendre, cher, intime. Et ensuite, deuxième partie de la phrase, du compagnon le meilleur, savant, agréable et parfait. Donc, deux fois, trois adjectifs, mais toujours précédés par un superlatif. Le plus, le plus, le plus. La deuxième partie, c'est du compagnon le meilleur. Il y a déjà le superlatif qui est attaché à compagnon. C'est presque une épithète homérique. C'est comme une caractéristique qui va toujours avec. Le plus savant, le plus agréable et le plus parfait. Qu'est vu notre siècle. Pareil, le mutuel amour qui les unissait l'un à l'autre. Et c'est dans cette pièce avec ses livres qu'il écrit son dialogue avec la Boétie, c'est-à-dire les essais. Donc voilà, il s'agit de faire une place à la Boétie. Donc les essais sont un tombeau à la Boétie. Ce n'est pas moi qui le dis, tout le monde le dit. Ce qui rappelle deux autres flammes jumelles, Shah Jahan et Mumtaz. Donc Mumtaz est morte à 28 ans, en couche de leur 14e enfant. Et Shah Jahan, qui ne s'en est jamais remis, a fait construire le Taj Mahal en guise de tombeau. C'est là qu'elle est enterrée. Alors, la Boétie a écrit le discours de la servitude volontaire qui sert encore d'inspiration aujourd'hui et qui est une œuvre majeure de la pensée sur le fait... alors, ce qu'il explique, c'est que lui, il ne va pas réfléchir à quel est le meilleur gouvernement comme l'ont fait jusqu'à présent ses prédécesseurs. Il dit qu'ils sont tous mauvais. Mais il dit que la servitude est volontaire. Autrement dit, on peut arrêter à tout moment de servir et il ne faut pas faire quelque chose. Il faut juste arrêter de le faire, de faire quelque chose. C'est très puissant ce qu'il écrit. Par exemple, donc moi j'ai envoyé à mon jumeau, pour quitter une perverse narcissique, il ne s'agit pas de faire quelque chose. Il s'agit d'arrêter de faire quelque chose. Donc de ne plus rentrer chez lui, par exemple. Voilà, tout simplement. Donc Montaigne et la Boétie nous ont déjà donné les clés sur le parcours. Donc la Boétie, il suffit de ne pas accepter quelque chose. Alors pourquoi Montaigne n'a pas publié cette œuvre qui circulait sous le manteau? Bon, elle circulait sur le manteau et elle était très très subversive, donc on peut penser que c'était pour ne pas donner cette coloration et cette orientation à son œuvre. Autre question que l'on peut se poser, c'est 8 ans après sa mort que Montaigne s'est mis à écrire les essais, pourquoi ne l'a-t-il pas fait avant? Bon, alors déjà parce qu'il travaillait, mais aussi parce que il a été assez traumatisé. Dans un essai qui s'intitule De la tristesse, il explique « Cette morne, muette et sourde stupidité qui nous transit lorsque les accidents nous accablent, surpassant notre portée. » Voilà. Alors il a d'ailleurs noyé son chagrin dans les femmes d'abord, il ne savait plus quoi faire, donc voilà, au début il a fait ça. Et ensuite, il s'est consacré à l'écriture. Donc dans les essais à l'origine, c'était pour publier la Boétie. Donc les 29 sonnets de la Boétie sont là comme un joyau et précédés du chapitre où il lui rend hommage, le chapitre 28 de l'amitié, dont j'ai commenté un extrait dans la vidéo précédente. Tout le monde pense que les essais sont un dialogue avec la Boétie, enfin on est plusieurs à le penser, et il écrit au lecteur, ceci est un livre de bonne foi. Voilà. Voici ce que Montaigne écrit à ce propos, par rapport au fait d'assurer la postérité de la Boétie, à Monsieur de Même. Alors, ça peut paraître une plaisanterie, mais oui, il a écrit une épître à Monsieur de Même, et voilà où il parle de cette postérité qu'il a assurée. Je penserais lourdement faillir
à mon devoir, si à mon escient, je laissais évanouir et perdre un si riche nom que le sien, et une mémoire si digne de recommandation. Et si je n'essayais pas, par ces parties-là, de le ressusciter et remettre en vie. Je crois qu'il le sent aucunement, un peu, que les miens offices le touchent et réjouissent. De vrai, il se loge encore chez moi, si entier et si vif, que je ne puis le croire, ni si lourdement enterré, ni si entièrement éloigné de notre commerce. Alors maintenant, je vais parler de l'homme universel et de l'expérience de la conscience dans les essais, après avoir montré que cette œuvre était une œuvre commune. Alors regardez les sujets qu'il traite, ils sont très variés, c'est vraiment des sujets universels. Il traite des sujets existentiels, par exemple la mort. Donc l'essai intitulé « Que philosopher, c'est apprendre à mourir ». Historique de la bataille de Dreux. Littéraire sur des vers de Virgile. Philosophique de Démocrite et Héraclite, donc deux philosophes, un qui pleure et l'autre qui rit. Éthique de la conscience des cannibales, donc là il parle de la torture notamment. Il y a une idée très novatrice sur le fait qu'au lieu de torturer la personne tant qu'elle est vivante pour la tuer, on ferait mieux de la tuer d'abord et de la torturer ensuite pour l'exemple. Voilà, comme ça on verrait ce que le corps devient et ça ferait assez peur aux gens. On n'a pas besoin de les torturer vivants. Et ensuite, des sujets de société, donc sur l'éducation des enfants, donc de l'institution des enfants par exemple. Voilà. Il parle aussi, quelque chose de très moderne, de très très moderne, de son livre En train de se faire et de son autobiographie de la vanité, dans le chapitre qui s'intitule De la vanité. Il parle du processus et il dit, par exemple, il dit je ne change pas, j'ajoute, par exemple, voilà. Je ne corrige pas, j'ajoute, pardon. Alors, nous allons voir maintenant comment Montaigne, qui avait lui aussi placé, comme tout le monde, la Boétie sur un piédestal, est arrivé par ce processus d'écriture à la symétrie. Donc, vous vous souvenez que j'avais commenté la sculpture de Camille Claudel qui s'appelait Le Dieu envolé et puis l'implorante, en disant que on peut rester à genoux un temps mais qu'il faut très vite se relever. Il faut cette relation exige qu'on se relève, qu'on se mette debout. Alors voilà, regardez, Montaigne avait écrit, regardez la première édition, deuxième ligne, si on me presse de dire pourquoi je l'aimais, je sens que cela ne se peut exprimer, point. Puis il a ajouté, qu'en répondant, parce que c'était lui. Voilà, parce que cet homme est extraordinaire. Et si vous regardez l'encre, après avoir publié ses essais, après être devenu un auteur très lu, puisqu'il était déjà lu à son époque, c'est comme ça qu'il a rencontré Marie de Gournès, son admiratrice, qui a ensuite publié l'édition posthume, il a ajouté « parce que c'était moi ». Donc il parle du lien, pas seulement de son ami. Donc voilà comment la conscience s'est élevée et on est passé à la symétrie. Lui-même parle de ce processus. Regardez, le monde n'est qu'une branloire pérenne, toute chose y branle sans cesse. Donc, le monde n'arrête pas, tout est mouvement dans le monde. Branloire, ça veut dire branler, ça veut dire bouger. En disant cela, il explique qu'il connaît l'énergie, qu'il sait que l'énergie change en permanence. Je ne peins pas l'être, je peins le passage. Non un passage d'âge ou autre, ou comme le dit le peuple, de 7 en 7 ans, mais de jour en jour, de minute en minute. Il faut accommoder mon histoire à l'heure. Je pourrais tantôt changer, non de fortune seulement,
mais aussi d'intention. Donc lui, ce qu'il veut, c'est faire un portrait en mouvement. Et autre chose d'extrêmement puissant et d'extrêmement moderne, c'est qu'il dit que lui-même est un sujet. Les sujets ne sont pas à l'extérieur de lui, mais en lui. Les auteurs se communiquent au peuple par quelques marques particulières et étrangères. Moi, le premier, par mon être universel, comme Michel de Montaigne, non comme grammairien, poète ou jurisconsulte. Si le monde se plaint de quoi je parle trop de moi, je me plains de quoi il ne pense seulement pas à soi. Donc, il se rend compte que ce qu'il fait est très innovant et il s'inscrit dans cette tradition socratique du connais-toi toi-même. Mais si vous regardez la dernière phrase, si on se plaint de quoi je parle trop de moi, je me plains de quoi il ne pense seulement pas à soi. Faites comme moi. Centrez-vous sur vous. Là, on croirait avoir un livre de développement personnel entre les mains. Tout ce qu'il dit est absolument énorme. Voilà, chaque phrase de ce texte. Alors, en réalité, Michel de Montaigne a eu une expérience de mort imminente. Il est tombé de cheval et il a été tenu plus de 2 heures pour trépasser. Donc pendant 2 heures, son âme a fait un tour, il a vu l'au-delà et il est sorti transformé de cette expérience parce qu'il s'est senti mourir sans aucune douleur, d'une façon très douce et paisible. Donc là, il s'aperçoit que la mort, donc là c'est une citation de Wikipédia, n'est rien d'autre qu'une dernière expérience intérieure. C'est très intéressant parce que c'est ce qu'il fait dans les essais. Et c'est parce que c'est une dernière expérience intérieure qu'il est obligé d'en parler. Imaginons que personne ne lise mon travail. Est-ce que j'ai perdu mon temps? Et quand personne ne me lira, ai-je perdu mon temps de m'être entretenu tant d'heures oisives à pansements si utiles et agréables? Moulant sur moi cette figure, il m'a fallu si souvent dresser et composer pour m'extraire que le patron s'en est fermi et aucunement formé soi-même. Me peignant pour autrui, je me suis peint en moi de couleurs plus nettes que n'étaient les miennes premières. Je n'ai pas plus fait mon livre que mon livre m'a fait. Livre consubstantiel à son auteur, d'une occupation propre, membre de ma vie, non d'une occupation et fin tierce et étrangère, comme tous les autres livres. Ai-je perdu mon temps de m'être rendu compte de moi si continuellement, si curieusement? C'est très intéressant et très puissant qu'ils disent « Je n'ai pas plus fait mon livre que mon livre m'a fait ». Cette phrase montre vraiment que c'est en écrivant, en étant dans l'introspection, qu'il s'est construit et qu'il a amené à sa conscience son être. Quand je dis à mes consultantes, à mes consultants d'écrire, c'est très important d'écrire, de tenir un journal sur le parcours. Voilà. Montaigne nous a donné l'exemple, Dante nous a donné l'exemple. Chacun écrit ce qu'il ressent. Voilà. Alors, dernière partie, comment les personnes qui ne sont pas des flammes jumelles perçoivent l'amitié de Montaigne et la Boétie. Vous allez voir qu'il y a vraiment une vérité parce qu'elles perçoivent, elles touchent du doigt ce lien qu'elles ne connaissent pas. Elles sentent quelque chose, mais comme elles n'ont pas la connaissance de ce type de lien, elles ne peuvent pas le relier, comme nous le faisons là maintenant ici sur cette vidéo. Alors voici ce que Alain Legros, qui a analysé Montaigne pendant des années, a indiqué sur France Culture dans les chemins de la philosophie. Lorsqu'il pense à la Boétie,
il n'y pense pas tout le temps, il prend les accents de Jean de la Croix. Alors, Jean de la Croix, 1542-91, Montaigne ne peut pas l'avoir lu. C'est en Espagne et c'est quelque chose de très fermé, hein, il est dans les Carmes, donc il ne peut pas l'avoir lu. Mais La nuit obscure, c'est Jean de la Croix. C'est curieux, non? Alors je vous renvoie à ma vidéo sur la nuit obscure pour l'âme, donc communément appelée la nuit noire de l'âme, mais moi je ne suis pas d'accord parce que partout il y a de la lumière. Dante le dit, Jean de la Croix le dit, et Montaigne aussi. La nuit obscure, ce n'est pas la nuit noire, c'est la nuit obscure. Partout il y a de la lumière. Et donc ce chercheur dit, c'est curieux, non? C'est quand même dingue, non? Voilà. Oui, la nuit obscure, c'est celle pour l'âme. C'est celle où l'âme se retrouve. Voici ce qui est écrit dans une anthologie sur l'amitié, un chapitre qui s'intitule « De l'amitié cosmique à l'amitié éthique ». Les textes ont été choisis par Dimitri Elmur et c'est la collection G.F. Flammarion qui s'intitule « De l'amitié ». Profondément atéléologique, hors de tout souci de l'utile, donc il explique ce que veut dire atéléologique, téléo c'est la fin, de l'agréable ou même du bien commun, la quasi-gémelléité des amis, encore une fois, ne renvoie qu'à elle-même. Qu'il emploie le mot gémellité. Voici un commentaire sur une vidéo au sujet de la Boétie. Je pense qu'il existe de fortes motivations pour affirmer que la Boétie et Montaigne ne formaient qu'une seule et même personne, écrit ce commentateur. Et ensuite, il dit « Le doute ne peut être sérieusement écarté quant à confondre les deux personnages parce que c'est lui, parce que c'est moi. » Donc lui, il pense que c'est Montaigne qui a écrit ce qu'on appelle les textes de la Boétie. Et il dit « Regardez, il l'a publié, c'est bien la preuve que... » voilà. C'est très intéressant parce qu'on sait très bien que c'est faux. Il y a des preuves historiques du contraire. Alors, autre intervention sur Étienne de la Boétie, Une vie, une œuvre, sur la chaîne Rien ne veut rien dire, à la minute 52. C'est le thème de la reconnaissance qui est essentiel entre Montaigne et la Boétie, puisqu'ils se sont reconnus comme étant eux-mêmes, avant même de se connaître. Voilà, donc voilà 4 exemples de comment leur amitié est perçue par les personnes qui ne connaissent pas ce lien. Et pour terminer, je vous avais promis un petit clin d'œil, une petite surprise. C'était de l'amitié, mais voici Montaigne qui aurait été très content qu'il y ait une sexualité. Il essaye de l'imaginer. S'il se pouvait dresser une telle accointance libre et volontaire, où non seulement les âmes eussent cette entière jouissance, mais encore où les corps eussent part à l'alliance, où l'homme fut engagé tout entier, il est certain que l'amitié en serait plus pleine et plus comble. Et voilà, ce sera le mot de la fin. Voilà, donc nous avons de la chance si nous pouvons jouir dans nos corps d'une si belle relation. Voilà, j'espère que cette enquête vous a plu, j'espère que vous y trouverez autant de bonheur que j'ai trouvé à la préparer. Et je vous dis à très bientôt sur notre chaîne.